Vous avez été témoin hier de ce qui s'est passé à la primature. Et nous avions été approchés et nous avons dit que nous tenions une conférence de presse ce matin. Nous sommes heureux de constater que vous êtes venus très nombreux. Nous vous en remercions. Cette conférence de presse sont présents les partis, toute l'opposition est présente. La plateforme CDRP, la plateforme EDS, la plateforme FPI-AFD, la plateforme LNP, la plateforme GPS et Leader. C'est ensemble, toute l'opposition soudée, réunie, renforcée, parlant le même langage, qui va vous parler, et l'URD, qui va vous parler ce matin. Sans plus tarder, je vais donner la parole au président de l'EDS qui va présenter le propos liminaire. Et puis autant de présidents que vous avez autour de cette table, c'est-à-dire de ma droite jusqu'à ma gauche, ils sont tous conférenciers. Donc nous pourrons répondre à vos questions sans tabou. Ceci étant, monsieur le président de l'EDS, merci. Vous avez la parole. Merci. Donc ceci est une conférence de presse des partis politiques de l'opposition suite. Donc ceci est une conférence de presse des partis politiques de l'opposition suite à l'échec le lundi 18 février 2020 de la deuxième phase du dialogue politique sur le code électoral. Le lundi 18 février 2020, les groupements politiques EDS, CDRP, FPI-AFD, LNP et l'URD ont répondu à la sainteté de la primature à une invitation à eux faite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à l'effet de valider le rapport final de la deuxième phase du dialogue sur le code électoral pour des élections justes, transparentes, crédibles et démocratiques. Ces discussions menées avec l'ensemble des partis et groupements politiques, les organisations de la société civile invitées et le gouvernement se sont déroulées les 15, 22 et 30 janvier et 6 février 2020. À l'ouverture de la séance, M. le Premier ministre a sacrifié à la tradition en adressant ses salutations aux organisations présentes. Au nom du gouvernement, il s'est ensuite félicité tant de l'atmosphère cordiale que de la réelle implication de tous les acteurs dans les discussions. Il a poursuivi son propos en indiquant que ces discussions ont permis de parvenir à des points d'accord, des points de convergence possibles et des points de désaccord. Il a achevé son intervention en indiquant qu'il rendrait compte des résultats actuels de ces discussions au chef de l'État. Contrairement au terme de l'invitation qui leur avait été faite, ainsi qu'en toute attente et au grand étonnement des organisations politiques, de la société civile et des organes de presse nationale et internationale présents, M. le Premier ministre a prononcé la clôture de cette session du dialogue politique. Quelle analyse faisons-nous face à ces faits? Les plateformes politiques EDS, CDRP, LNP, FPI, AFD et l'URD, qui ont tenu à prouver tout au long du dialogue politique leur bonne volonté et leur désir de parvenir à des résultats tangibles au bénéfice de la nation ivoirienne, restent interloqués. Aussi voudraient-ils saisir l'occasion de la présente conférence de presse pour marquer leur incrédulité, leur grande déception, mais aussi leur totale désapprobation. Par un tel comportement, le gouvernement confirme son manque de considération pour les organisations politiques nationales, l'ensemble des acteurs de la vie sociopolitique et pour la presse nationale et internationale. Ce comportement reste tout à fait conforme à la propension du gouvernement à diriger ce pays par l'exclusion
et un autoritarisme exacerbé. Il confirme par ailleurs le peu de cas qu'il fait de la nécessité pour notre pays, la Côte d'Ivoire, dont l'image et le prestige sont aujourd'hui sérieusement ternis, de retrouver les ressources idoines à sa restauration socio-politique, économique et une paix sociale durable et son rayonnement dans le temps. En effet, alors que tous les acteurs politiques se sont engagés en cette année électorale à offrir à notre pays les conditions les meilleures pour la normalisation de la vie sociopolitique nationale par des élections justes, transparentes et crédibles, le gouvernement a interrompu d'une manière brutale, inattendue et unilatérale la deuxième phase des discussions politiques sur le code électoral. Ces faits qui interviennent après le triste épisode de la commission électorale déséquilibrée, installée dans les conditions que l'on sait au mois de juillet 2019, confirment la volonté du pouvoir d'opérer un passage en force dans le processus électoral qui est ouvert. En tout état de cause, EDS, CDRP, LMP, FPI, AFD et l'URD, qui se sont toujours mobilisés pour défendre les intérêts des populations et qui se sont toujours inscrits sans calcul dans la défense des intérêts de la démocratie véritable, de l'état de droit et pour des élections transparentes et équitables, déplorent et dénoncent avec force l'interruption incompréhensible et inacceptable des discussions. Quelles en sont les perspectives? Les organisations politiques, EDS, CDRP, LFP, FPI, AFD et l'URD, devant ces faits inédits, voudraient prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur l'impasse grave à laquelle nous conduit la décision du Premier ministre. Devant cette impasse, nous appelons tous les Ivoiriens et les observateurs de la vie sociopolitique nationale à constater que le gouvernement qui avait la charge de conduire ces discussions a échoué dans sa mission. C'est pourquoi, aux yeux de tous les acteurs, il n'est plus guère et en aucune manière qualifié pour poursuivre ou reprendre les discussions. C'est le lieu pour nos organisations EDS, CDRP, LFP, AFD et URD de réaffirmer leur détermination à s'inscrire résolument dans un dialogue politique sincère en vue de redonner une espérance aux populations ivoiriennes, de permettre à notre pays, la Côte d'Ivoire, de renouer avec la normalité constitutionnelle et des élections justes, équitables et crédibles pour construire une paix durable, la réconciliation nationale et le retour à une prospérité économique et sociale partagée. Au terme de notre propos, nos organisations EDS, CDRP, LMP, FPI, AFD et l'URD réitèrent leur engagement sans faille pour la discussion et le dialogue. Toutefois, le chef de l'État, désormais directement interpellé par la situation inattendue, grave et urgente qui se présente, accepte de prendre la mesure des périls qui menacent notre pays et décide de relancer ces discussions dans un cadre rénové, consensuel, inclusif et crédible au regard de l'intérêt supérieur bien compris de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Oui, oui. Donc, merci, Monsieur le Président de l'EDS. Nous allons maintenant faire les échanges. Je pense que c'est clair, mais peut-être que vous voulez encore. Vous étiez vous-même témoin. Donc, on n'a même pas besoin de vous faire une conférence de presse. Comme c'est la formule. Donc, on va vous inscrire par groupe de 5. On va répondre jusqu'à ce que le débat s'épuise. Merci, vous dites. Vous dites, nous, d'abord, on va vous inscrire. Bienvenue, Kofi. Bienvenue, Kofi. Oui. Le journal Le Bélier.
Ensuite. Bon, on dit l'appétit venant mangeant. Donc, le bélier. Après, moi, je ne pas. Le bélier. Ok. Merci bien, monsieur le conférencier, pour vos propos aussi liminaires que vous venez de faire passer tout à l'heure. Bon, dans ces conditions, très concrètement, si le régime Alassane Ouattara n'acceptait pas, bien entendu, de revoir les réformes de la CEI et autres, allez-vous participer à ces élections d'octobre 2020? Je vous remercie. Le nouveau réveil. Merci. Hier, à la primature, le Premier ministre a relevé des points de convergence possibles, des points d'accord et des recommandations. Alors vous, opposition, confirmez tous ces points relevés par le Premier ministre. Merci. Merci. Merci à M. Bienvenu Kofi. Je crois qu'il faut qu'on soit clair, et pour le dire clairement. Nous participerons à toutes les élections. Nous participons à toutes. Il n'est pas question pour nous de boycotter quelque élection que ce soit. Cependant, nous nous battons pour que les conditions d'élection soient crédibles. Ça, qu'on se le dise, nous ferons tout pour que ces conditions d'élection soient crédibles. Parce que nous ne voulons pas d'élection avec une crise post-électorale. Nous ne voulons pas de mort, nous ne voulons pas de blessés, nous ne voulons pas d'exilés. Le peuple ivoirien a trop souffert. Nous demandons à ce qu'on revoie ces discussions. Nous demandons qu'on aille dans l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire. Nous demandons instamment, urgemment, que les conditions soient acceptables à tous. Si certains pensent que nous allons écouter, et c'est pour la raison pour laquelle on joue à ce jeu-là, ça, qu'ils se défendent. Nous nous battons et nous ferons tout pour aller à les élections. Les élections doivent être crédibles et les conditions d'élection doivent être crédibles. Ça, que ce soit clair et dit, que ce soit dit clairement. Et nous disons clairement et avec détermination, avec force. Les points de convergence, accord, recommandations. Maintenant, vous avez intervenu. Alors, en ce qui concerne le premier point, la question à laquelle vient de répondre le président de l'UDS, je voulais juste faire observer que nous sommes dans une dynamique. Et la lutte dont parlait le président de l'UDS est en train de prendre un aspect très concret qui est perceptible à vos yeux. Il y a quelques mois, il n'y avait que la CDRP qui se battait avec EDS. Aujourd'hui, il est important de noter, comme l'a dit le modérateur tout à l'heure, qu'aujourd'hui, en face de vous, c'est toute l'opposition ivoirienne qui est là. Il y a donc un mouvement de structuration qui est en train de se faire pour renforcer l'impact de notre lutte. Je voulais le signaler parce que cette question revient souvent en sous-entendu de quels moyens disposez-vous pour faire plier le pouvoir. Il est important de dire que l'opposition a retrouvé, est en train de retrouver et va retrouver son unité. C'est important de le signaler. Sur la deuxième question, on nous demande de savoir si nous confirmons qu'il y a eu des points de convergence au cours de nos discussions, des points d'accord possibles, des points de désaccord et des points de divergence. Nous le confirmons. Cependant,
là où un débat doit s'instaurer et se prolonger et nous amener à vider des questions essentielles, c'est que sur une douzaine de points fondamentaux qui touchent, par exemple, et notamment à l'indépendance de la commission électorale, au financement des candidats, au cautionnement et au parrainage, nous n'avons pas pu, pour l'instant, trouver d'accord. Le gouvernement, et j'oubliais une question essentielle, la question de la carte nationale d'identité pour laquelle nous militons de façon ferme et chaleureuse pour que, tenant compte des réalités actuelles, le gouvernement prenne des décisions pour permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens d'accéder à ces pièces essentielles qui vous permettent de vous inscrire sur la liste électorale. Donc, sur 12 points, nous vous prions d'en faire la comptabilité. Il n'y a qu'un seul point sur lequel nous sommes tombés d'accord. Et nous, dans notre position, nous avons souhaité poursuivre ces discussions. À 2 reprises, d'ailleurs, au cours de ces discussions, nous avons écrit au gouvernement pour prolonger ces discussions. Une toute première fois, notre demande a été regardée favorablement. Mais nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi, hier, il nous a été servi ce spectacle désolant qu'aucun Ivoirien ne peut accepter et qui compromet sérieusement l'esprit dans lequel nous avons commencé à travailler pour ramener l'espérance en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On va ouvrir une deuxième liste, mais je voudrais situer, parce que vous étiez témoin. Parce que la question que vous posez, c'est comme si on parle d'une situation. Nous avons été invités à la primature à une réunion et nous sommes des politiques sur un point de l'ordre du jour. Validation et signature du rapport des négociations. Vous étiez journaliste. Est-ce qu'on vous a fait lecture du document qu'on devait valider et qu'on devait signer? Non. Donc, le gouvernement a fait la politique, la chaise vide. Ils ont fui les débats et ils nous ont laissés dans la salle pour partir. Ça, vous étiez témoin. Mais je voulais vous le rappeler. Donc, toutes les questions que vous posez, c'est ça. C'est-à-dire que le gouvernement est incapable de mener des discussions. Et on a dit, je le répète parce que c'est ce que je souhaitais que vous reteniez. Nous, on dit qu'on veut la discussion. On demande au président de nous amener une discussion à un niveau plus élevé. On ne veut plus du gouvernement, du Premier ministre qui ont échoué. Voilà, écrivez ça, puis mettez ça en titre. Que le gouvernement ayant échoué demande un dialogue direct avec le président Alassane Ouattara. On ne reçoit plus quelqu'un d'autre. Vous retenez ça. Merci. La suite. Oui, votre nom. Ensuite, je pense que l'appétit est venu. Oui. C'est plus à l'art, je donne le temps. Par ici. C'est plus à l'art, je donne le temps. Le temps, oui. Ensuite, à gauche. Opéra. Ah, oui. Encore, oui. Génération nouvelle. Encore. Oui. Intelligent. Donc sont inscrits l'AIP, le temps, Opéra News, Génération Nouvelle et Intelligent. AIP. J'ai une question sur la question des points de discussion que
l'actualité. Hier, le Premier ministre a relevé des accords sur certains points. La question du parrainage, la question du taux de remboursement pour les candidats, la question du règlement de la caution pour la candidature, puis j'en passe. Je vais revenir sur la question spécifique du parrainage. On est plusieurs institutions. Sur quoi vous êtes donné d'accord? Parce que vous savez que vous avez, ce point a été admis par tous. Sur quoi vous êtes donné d'accord sur la question du parrainage et sur quoi vous êtes donné d'accord sur la question du taux de remboursement pour les candidats qui venaient à perdre lors de l'élection. Deuxième point pour terminer, je reprends les propos du président. Nous ferons tout pour aller à des élections. Vous avez proposé le dialogue direct. Mais sur le terrain, on a l'impression que vous prêchez dans un désert permanent. Vous dites des choses, mais sur la pratique, rien n'est fait. Et chaque fois que vous négociez, qu'est-ce qui est prévu à long terme face à ce constat du terrain? Merci. Je vais dire merci. Le temps. Oui, le temps, c'est plus ça là. Alors, vous avez tracé un triste tableau de vos rencontres avec le gouvernement et vous avez fini par donner la sanction, qui est que vous ne voulez plus discuter avec le gouvernement, que vous voulez un dialogue direct. La préoccupation est la suivante. En autre point d'achoppement, nous avons la confection des nouvelles cartes d'identité, la reprise du code électoral, il y a aussi le licenciement. Est-ce que l'opposition pense en ce moment précis qu'à 8 mois des élections, toutes ces choses seront faisables? Merci. Opéra News. Opéra, oui. Merci, monsieur le conférencier. Tout à l'heure, le président de EDS qui a dit qu'ils vont mener le combat jusqu'à ce qu'ils obtiennent des élections transparentes et les conditions qui seront acceptées par tous. Aujourd'hui, avec ce blocage du dialogue et si dans le cas où les démarches auprès du président, c'est-à-dire le dialogue de guerre souhaité, n'a pas été possible, ce combat, quels sont les moyens que vous donnez pour mener ce combat et quelles sont les actions que vous comptez mener pour atteindre vos objectifs? Merci. Génération. Bonjour, monsieur le conférencier. Alors, j'ai une première question qui a déjà été posée. C'est vous préciser, d'accord, c'est sur quoi vous êtes concrètement pour cette discussion. Et puis, lors d'une conférence ici, vous avez. Oui, lors d'une conférence ici, comme vous l'avez promis, à chaque fois, durant les négociations que nous faisons, vous avez dit qu'il était possible de revenir sur la discussion au niveau de la composition de la CEI, sur laquelle ce qui n'est pas entendu. Aujourd'hui, on nous dit que les discussions pour ce deuxième round ont été totalement interrompues. Alors, quand vous dites que vous allez participer aux élections, l'opposition est aujourd'hui réunie, alors que du point de vue du gouvernement, les choses avancent, on a le sentiment, les Ivoiriens ont le sentiment que les discussions, le gouvernement amène. Votre action n'a pas d'effet. Sur le sentiment général n'a pas d'effet sur l'évolution de la situation. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez faire quelque chose à quelques mois de la tenue de ce scrutin qui s'annonce dans les mois qui suivent? Merci, intelligent. Ok. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous dites que vous ne voulez plus discuter avec le gouvernement et que vous sollicitez un dialogue direct avec le président de la République. Mais en même temps, le RHDP vous accuse de manœuvrer pour aboutir à un dialogue, à une transition politique, une fois la date constitutionnelle pour les élections passées. Alors, est-ce qu'en déclarant aujourd'hui l'échec des discussions politiques, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous inscrire dans cette logique-là? Merci. Bon, Je
quels sont les moyens? Nous sommes des démocrates. La démocratie nous offre des moyens. Nous utilisons tous les moyens démocratiques et légaux, voire diplomatiques, pour obtenir satisfaction. Ce que je veux faire comprendre, c'est que nous ne boycottons pas ces élections. Nous voulons des élections claires. Nous voulons participer à ces élections. Nous voulons un dialogue inclusif. Nous voulons que tous les États soient consensuels. Nous n'avons pas confiance en voyant les choses qui Et là, la démocratie, je le répète, nous offre des moyens. Nous sommes des démocrates. Nous utilisons les moyens que nous offre la démocratie. Nous, pour éviter ce passage en force, nous sentons réellement qu'il s'agit d'un passage en force que nous ne voulons pas se dans l'intérêt supérieur de notre pays. Ce pays nous appartient à tous, qui est notre unique patrimoine. Nous n'acceptons pas ce passage en force et nous utilisons tous ces moyens de démocratie. Ces moyens sont démocratiques et légaux. Merci. Bon, souvent les journalistes, vous nous posez des questions, vous dites que les gens ne s'occupent pas. Et beaucoup sont de culture judéo-chrétienne dans cette salle. Vous connaissez Jean-Baptiste. Au début, quand il a parlé, on dit qu'il criait dans le désert, mais ça a produit Jésus. Donc, crier dans le désert aussi, ça a des résultats. Et je vous ai toujours dit qu'une parole qui sort de la bouche ne revient jamais sans avoir des pactes. Ça, c'est biblique. Donc, parlez d'abord. Si quelqu'un vous fait quelque chose que vous dites rien, on dit vous êtes d'accord. Et au moins le courage de dire on n'est pas d'accord. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, ce qu'on va faire, 8 mois c'est long. Élection, ça se passe en un jour. Et puis dans notre code électoral actuel, on arrête les candidatures le 1er septembre. Donc 8 mois c'est long. On n'a même pas encore fait la liste électorale. C'est sur ça qu'on discute. Maintenant, à partir du moment où le président a ouvert un dialogue, le dialogue doit avoir un résultat. Donc il est condamné à continuer le dialogue. Il ne peut plus faire autrement, le dialogue existe. Hier, nous sommes partis à la réunion. Il faut que je revienne là-dessus. Nous sommes quand même des personnalités. Nous sommes des chefs de partis politiques. On nous a envoyé une invitation le dimanche à 18h pour une réunion qui avait lieu le lundi à 17h. Premier piège. On a déjoué. On dit quelqu'un aussi c'était à 6h du matin, on s'en va. On est parti à la réunion. Là, ils espéraient qu'on n'allait pas venir. On est parti. On était nombreux, plus nombreux que jamais. Et puis ils sont venus. Il y a deux choses, parce que je réponds à une autre question quand on parle du chef de l'État. Le Premier ministre arrivait, il dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur, faites-nous lecture du rapport qu'on va signer. Et puis le ministre de l'Intérieur lit. Et puis il nous passe la parole, on dit, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis nous maintenant aussi, on sort un rapport, puis on dit, on n'est pas d'accord. Et puis il dit, bon, moi comme je suis envoyé par le président, je vais rendre compte au président, et je vous rappelle, ça c'est le premier cas de figure. Mais il arrive, il dit encore, on ne sait même pas ce qu'il dit, c'est vrai, parce que est-ce qu'il vous a présenté un document? On ne sait même pas, on n'ouvre même pas l'ordre du jour, et il dit, bon, comme c'est le président qui l'a envoyé, lui ça envoie le président. Donc nous on dit, bon d'accord, comme on connaît la route de la présidence aussi, on ne passera plus par la primature, nous on va aller voir le président. Voilà d'où vient notre décision pour dire que dorénavant, on veut voir le président. Et je vais vous relire cette phrase. Pour moi, on aurait pu la lire seul et puis partir. On dit, l'espoir dit, au terme de notre propos, nos organisations qui l'ont cité réitèrent leur engagement sans faille pour la discussion et le dialogue. Donc ceux qui parlent de transition politique, on n'est pas dedans. On a affirmé. On dit notre engagement sans faille pour la discussion et le dialogue. Et on ajoute, toutefois, on est d'accord, le chef de l'État désormais directement interpellé par la situation inattendue. Parce que dans la salle, vous étiez là, quand le Premier ministre a dit ça, on va donner le dossier au chef de l'État. C'est pas ce qu'il a dit. Donc le chef de l'État directement interpellé par la situation inattendue que nous trouvons grave et urgente qui se présente, que le chef de l'État accepte de prendre la mesure des périls qui menacent notre pays
et décide de relancer cette discussion dans un cadre rénové, consensuel, inclusif et crédible. Donc, le gouvernement et la primature se sont décrédibilisés, donc ils sont candidats. Je pense que ça, c'est la phrase capitale. C'est ça, ils ne sont pas libres. Voilà. Maintenant, on va voir la capacité du président à mener le dialogue. Donc, c'est ça, nous, on dit, bon, c'est lui qui va choisir, mais la primature n'est plus dans ce sujet, je vous l'ai dit. Maintenant, l'opéra nous a parlé des combats, il a répondu, il parle de qu'on appelle le temps, cette somme, le président, les nouvelles cartes, le code électoral, l'opposition, il reste 8 mois. Donc les autres, si les autres voulaient prendre la parole, allez-y prendre. Monsieur Marcelin Kwame, président du Susso national, parti membre de la CDAP. Sur la question du temps, je voulais ici faire savoir aux Ivoiriens. L'opposition n'a jamais crié qu'une transition allait naître après le 31 octobre. C'est le gouvernement, par sa mauvaise foi, qui ne se donne pas les moyens pour que nous puissions organiser les élections présidentielles de 2020. Qu'est-ce que je veux dire par là? On avait tout le temps de confectionner des cartes d'identité pour les Ivoiriens depuis 2016-2017. Sachant très bien que les élections allaient intervenir. On a vécu en 2009, les élections présidentielles de 2009. Les cartes d'identité ont été établis. Les opérateurs, je vais parler des agents, de l'eau qui sont partis vers les populations. Chaque village avait reçu des opérateurs pour l'identification de tous les Ivoiriens. Avant d'en arriver, c'était l'audience foraine. Mais constatez très bien, vous attendez par-ci, par-là, et les gens sont en train de frauder à la nationalité ivoirienne. Et c'est le gouvernement qui orchestre cela. Par quelques ministres, que je ne vais pas nommer, mais c'est une mauvaise foi, c'est une tricherie. Et nous disons non. Si le délai est parti d'ici 8 mois, le gouvernement ne se donne pas les moyens pour que les élections interviennent. Ce n'est pas nous qui allons le dire, c'est les institutions de la République qui le disent. La transition, si on doit la prononcer, ce n'est pas maintenant. Mais pour l'heure, nous demandons au gouvernement de prendre toutes les dispositions ivoires pour que les Ivoiriens puissent se faire identifier et les Ivoiriens puissent se mettre sur la liste électorale pour que les élections interviennent avec la participation massive des Ivoiriens. Si cela n'est pas fait, mais les stratégies, on va les adopter. Mais ce que je vais dire ici à cette conférence, retenez très bien, l'opposition n'a jamais réclamé une transition. Dites au gouvernement de prendre les dispositions qu'il faut pour que nous puissions aller à ces élections en toute équité. Donc, que les cartes d'identité soient produites dans un délai. Vous avez constaté l'opération pilote. Ils ont commencé par des régions. Les centres d'autorégion, ça va prendre combien de temps pour confectionner les cartes d'identité? Identifier les Ivoiriens. Ils parlent de 11 000 et on parle de 23 millions, 26 millions, eux ils parlent de 11 000 Ivoiriens visés. Et les autres, ce ne sont pas des Ivoiriens. Non, c'est un jeu de tricherie de la part du gouvernement. C'est une mauvaise foi. Et la nation ivoirienne retienne cela. Nous allons envahir le pays pour sensibiliser nos populations sur ce volet. Si l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas donner la gratuité de la carte d'identité aux Ivoiriens, sachant très bien que nos parents sont dans une misère dans les villages, nous avions des villages qui participent alors qu'il y a une nuit de jour. Les villageois souffrent. Les populations villageoises souffrent. Les gens n'ont pas les moyens. Si le gouvernement ne peut pas donner la gratuité des cartes d'identité, puisque M. Ouattara en a bénéficié en 2009 gratuitement à le gouvernement Gbagbo, je pense que c'est de la mauvaise foi, c'est une arnaque, c'est du vol, et nous déclinons cela. Voici un peu ce que je voulais dire. Bien, moi je voudrais vous éclairer, mesdames et messieurs les journalistes, sur les points d'accord, les points de convergence possibles et les points de désaccord, parce que je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse. Et il faut que vous clarifiez, parce que je crois que le gouvernement fait beaucoup d'amalgames. Nous sommes arrivés à un point d'accord. C'était le remboursement de, comment dirais-je,
Oui, le remboursement, excusez-moi, du cautionnement, qui normalement était à 10%. Là maintenant, c'est à 5%. Donc là, ce point est devenu un point d'accord. Ensuite, la discussion, et c'est pour cela que nous estimons que la discussion devait se poursuivre, il y a eu des points de convergence possibles. À partir de là, cela signifie qu'on est arrivé à s'entendre sur des principes, mais il y a des modalités sur lesquelles il faut encore discuter. C'est ainsi que pour le parrainage, nous sommes tombés d'accord sur le principe de parrainage. Et pour l'opposition, ça a été un très grand pas en avant, parce que nous étions contre le parrainage. Mais nous arrivons à des discussions, c'est pour que chacun puisse faire quelques petits pas vers l'autre. Donc nous sommes tombés d'accord sur le principe, mais nous avons bien spécifié que avec la modalité à suivre serait un parrainage citoyen qui prendrait en compte 1% des électeurs, donc des inscrits sur la liste électorale. Sur la liste électorale. Il y a eu d'autres propositions, et ça c'est notre proposition qui devait donc permettre que des discussions soient encore poursuivies. Nous avons le cautionnement. Le cautionnement, le RHDP a proposé 250 millions. Pour nous, c'était inacceptable. Nous avons fait entendre notre voix. Nous avons fait comprendre qu'on ne pouvait pas mettre l'élément argent comme dynamique essentielle au niveau d'une élection et du choix d'un candidat. Nous avons donc expliqué ces choses-là. Mais dans les pas que nous avons fait en avant, nous sommes allés en disant que sur un ticket, nous pourrions aller jusqu'à 50 millions. Voilà le plafond sur lequel nous sommes tombés, disons, pas d'accord, mais qui pouvait faire l'objet de discussions à nouveau. Et puis, nous avons demandé la production d'une justification fiscale pour attester de la résidence ou du domicile. Et puis, maintenant, nous avons détaillé les points de désaccord. Parce que ça, c'est vraiment, ça demande de longues discussions. Alors, évidemment, nous avons bien sûr mis en avant la commission électorale indépendante. Nous avons mis en avant, pour nous, son indépendance qui passe par l'indépendance de décision, que ce ne soit pas le Conseil des ministres qui décide, mais que la commission, l'institution, dans son indépendance pleine et entière, puisse prendre totalement ses décisions en toute responsabilité. Autonomie financière, etc., etc. Nous avons parlé de la liste électorale. Je pense qu'on vous donnera un document parce que je ne vais pas aller dans le détail. Nous avons parlé de ce qui nous oppose, c'est le découpage électoral, c'est le financement des candidats à la présidentielle, l'organisation pratique des élections et également l'environnement électoral. Parce que nous pensons qu'il faut qu'il y ait vraiment un environnement politique apaisé pour pouvoir accompagner ces élections. Et là, nous étions vraiment en désaccord parce que le gouvernement, dans ses recommandations que nous ne comprenons pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le terme de recommandation, lui avait vraiment écarté complètement cet environnement politique. Il ne voulait pas l'intégrer dans le document. Et là, nous avons dit que là, c'était un total désaccord parce que le gel des avoirs, la libération des prisonniers politiques, des prisonniers militaires, pour nous, est essentielle pour que le climat soit apaisé. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu. À une conférence de presse, vous m'avez dit que les gens ont déjà décidé la série. J'ai dit, mais au moment où on ouvre le code électoral, la série va revenir. Parce que dans le code électoral, il y a un article qui définit les attributions de la série. Donc, c'est sûr, donc ils ont voulu que la CEI propose, nous on a dit la CEI doit décider. Non, voici le blocage. Donc on est obligé de revenir sur la CEI. Ensuite, dernier point. Pourquoi on a fait un point important? On a fait les élections en 2010. Il y a eu il y a eu des morts, il y a eu des emprisonnements, il y a même eu une loi d'amnistie partielle.
On a fait les élections en 2005, on ne veut pas interrompre la marche de l'État, donc on dit on va arrêter. 10 ans après, au moment où certains partis politiques ne voulaient pas aller aux élections, on est dans ce pays. Depuis 2012, il y en a qui ont dit qu'ils ne participaient pas aux élections. Et on va maintenant, 10 ans plus tard, on va aux élections présidentielles. Mais il faut solder le contentieux pour que tout le monde vienne aux élections. Il faut que l'amnistie soit totale, qu'on libère, que les exilés viennent. Et puis ensuite, moi je suis SPI. J'étais hors élection. Et puis je veux venir maintenant. Et puis mon compte est bloqué, je ne sais pas campagne avec quoi. Donc si on veut que tout le monde vienne aux élections, il faut débloquer, il faut dégeler les comptes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la préparation des élections devait être un moment de réconciliation nationale en prenant des décisions qui agrègent tout le monde pour que tout le monde vienne dedans. On dit qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Oh, ils sont en train de servir du vinaigre. Moi, j'ai dit je ne voulais pas faire élection. Mais ce que vous faites là, c'est ça, je vais venir aux élections maintenant. Donc nos élections ne seront jamais inclusives. Et je le dis toujours, la gestion d'un pays, ce n'est pas les chiffres. Parce qu'un pays, ce n'est pas entreprise. Parce que dans l'entreprise, le directeur qui est mauvais, mais quand tu payes quelqu'un, c'est ce que tu décides, les gens sont obligés de faire. Or, dans un pays, tu ne payes personne. C'est les gens même qui te payent. Parce que c'est leurs impôts que tu prends pour faire ton salaire. Donc, c'est eux qui te payent. Voilà. C'est eux qui te payent. Donc, tu ne peux pas commander. Donc, la gestion d'un pays, c'est d'abord la gestion des hommes. C'est pour ça qu'il faut voir, il a toujours dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais ministre de la Santé. Vous allez mettre un dispensaire dans un village. Si les villageois sont comme toi, leurs femmes vont continuer d'accoucher à la maison. Oh, vous allez capitaliser, vous allez dire, on a mis dispensaire à Djamé. Mais le dispensaire est fermé, aucune femme ne va là passer, elle ne veut pas. Parce que celui qui a construit, elle n'aime pas. C'est comme ça que les femmes fonctionnent. Tu dis que tu envoies les vaccins gratuits. Tu fais quoi on appelle politique avancée de vaccins, unité mobile, tout. Si toi tu as payé les vaccins, tu n'aimes pas là, elles ne vont pas vacciner leurs enfants. C'est vrai ou c'est faux? Donc aujourd'hui, gérons la situation de telle sorte que tout le monde soit content pendant les élections. Pour dire que bon, la Côte d'Ivoire c'est 40% du poids économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais on ne représente même pas 2%. Il y a des pays qui ne nous valent même pas, mais qui ont une démocratie avancée. Donc c'est ça, on a un problème démocratique. Et je le dis toujours, tu as construit 90 000 ponts, 40 000 ans. Mais tant que les gens n'adhèrent pas là, c'est zéro. Donc, la gestion, c'est l'homme. Donc, c'est ce que nous, on dit dialogue. Et je reprends pour dire que les points, on vous donnera le document, que nous, on veut le dialogue. Les histoires de force, là, on n'est pas dedans. Les transitions, on n'est pas dedans. Maintenant, si le président était capable d'organiser des élections, on avisera le moment venu. Parce que ce n'est pas nous qui devons préparer. Les prérequis des élections, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, moi je dis aujourd'hui, c'est une conférence de presse, je vais passer la parole, mais c'est un sentiment que je voulais partager. Le président a fait un premier mandat, il a fait un deuxième mandat. Les gens qui sont autour de lui, au lieu de lui dire de s'occuper de la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à faire par là pour casser le PDC. Pendant 2 ans, ils sont sur ADP, ils ont tout oublié. 2018, 2019, on peut faire toutes ces choses-là. Le code électoral, CI, tout ça. Mais 2017, 2018, 2019, leur programme de gouvernement, c'était faire disparaître le PDC. Oh, le PDC, c'est une hydre. Tu coupes une tête, ça repousse. Oui, c'est ça. Donc, ils ont mal orienté là. Ils ont perdu 3 ans dans les faux problèmes de PDC. Il ne reste plus du temps. C'est en 2020, là, ils veulent tout faire. Donc, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Merci. Sangari Siaka, secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien pour le compte de l'AFD également. Les conditions de fond ont été précisées
par mes prédécesseurs, mais il est important d'insister sur les conditions de forme. C'est dans la forme que certainement l'échec tel que nous le constatons a commencé à s'inscrire. Parce que vous voyez bien que le dialogue a été mené par procuration. C'était un dialogue par procuration. Les acteurs qui échangeaient avec les différentes composantes politiques et sociales doivent rendre compte à tout moment au président de la République. Et c'est cette finalité-là qui a entraîné l'échec de ce dialogue. Parce que quand on crée un cadre de dialogue, on se donne les moyens d'apporter des solutions. Quand on reporte des sessions, on a quand même l'occasion d'avoir l'entre-gens de celui qui vous mandate. Cela n'a pas été fait. Les conditions de forme toujours dans l'adoption, dans la transcription des différents documents. L'opposition n'est en général informée que quelques heures avant. Peut-être est-ce dilatoire. Nous pensons que non, mais toujours est-il que ça impacte négativement notre capacité à réagir immédiatement sur des questions pour lesquelles notre retour est fortement attendu. C'est la même chose qu'on a relevé. Dès lors que le gouvernement va rédiger le texte à soumettre à l'Assemblée, il est important que des échanges se fassent avec l'opposition, pour que nous puissions nous assurer de ce que tous les aspects qui ont été relevés ont été pris en compte. Relativement aux actions à mener, non, on ne prêche pas dans un désert. Dans un environnement démocratique, le seul appel déjà au respect des institutions politiques, au respect de la société civile, parce que tous ces aspects sont prévus par la loi fondamentale. Ce seul appel-là au respect déjà de la mise en œuvre des normes dans la forme qui sied est un élément important. En étant ici aujourd'hui tous ensemble réunis dans la même finalité, celle d'aboutir à un processus transparent qui engage les Ivoiriens et qui en même temps leur donne la confiance dans les institutions qu'ils vont décider de mettre en place, c'est déjà un appel important. Ceci étant, on a dit les voies légales, les voies de droit vont être utilisées. Mais dire non, c'est déjà un aspect qui devrait interpeller en démocratie. Dire non, vous n'avez pas notre assentiment, devrait interpeller. Le chef de l'État, en bonus pater, comme dit la maxime latine, le bon père de famille, devrait comprendre qu'il est aussi engagé dans ce processus dynamique. Et nous ne comprenons même pas pourquoi il ne saisit pas cette perche pour faire en sorte qu'il inscrive son action dans la continuité de la Côte d'Ivoire, dans son chemin pour la démocratie. Ça aurait pu être une aubaine, mais hélas. Pour notre part, les combats démocratiques vont toujours nous engager, parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de nos institutions. Relativement donc aux institutions, nous mettons un point d'honneur sur la question de la carte nationale d'identité. Oui, l'immatriculation et la délivrance des pièces d'identité est du ressort de l'État. Oui, un État qui a un processus d'immatriculation qui n'est pas fini peut être un État qui connaît une certaine faillite. Aucune planification ne saurait s'asseoir sur d'autres éléments que des éléments objectifs et pertinents tels que ceux-là. C'est pourquoi dans la quête de démocratie, nous ne saurions concevoir qu'une bonne partie des nouveaux majeurs appelés à voter et à exprimer leur position à l'occasion de cette élection-là ne puissent pas le faire parce que simplement elles n'ont pas les moyens de payer un timbre fiscal. On fait les calculs en s'en tenant à une seule personne, mais souvent il s'agit de familles. La mévente des produits au niveau des planteurs aussi devrait interpeller pour que des décisions soient prises. Nous le souhaitons dans la généralité, mais tout au moins relativement à ces couches sociales qui n'ont pas les moyens de se procurer cette carte qui est un document important mais qui participe aussi à l'expression de la démocratie et de la liberté. Nous sommes donc engagés ensemble dans cette finalité-là. Et nous appelons le gouvernement
à comprendre que le processus historique de notre pays va connaître des étapes essentielles. Cette étape-là est importante. Il s'agira donc de s'inscrire soit dans les forces de progrès pour apporter des solutions innovantes, soit de rester dans les forces rétrogrades pour que notre pays reste à un certain niveau. Pour nous, la finalité, parce que c'est un processus irréversible, c'est d'aller vers les forces de progrès et accorder à notre pays la démocratie et apporter le progrès social. Avant Pierre, président de la Ligue des démocrates, je vais surtout attirer l'attention des journalistes sur le sens profond des propos liminaires que vous avez entendus et de tout ce que vous avez entendu ce matin. Au-delà des détails qui sont importants. La chute des propos liminaires appelle à la discussion. Oui, nous sommes restés toujours ouverts à la discussion, même lorsque on a donné le sentiment que certains cherchaient autre chose pour justifier de ne pas discuter. Parce qu'on appartient, nous tous, désormais, je vous invite à regarder ensemble, nous les Ivoiriens, on appartient à une culture qui, moi, qui ai été si longtemps opposant au président Oufoué, enfin, je veux dire, on peut quand même reconnaître que c'est la culture d'Oufoué. Oui, d'accord. Le dialogue. Mais elle a été suivie par d'autres. Parce qu'à l'époque, même Oufoué aussi, rappelez-vous, il y a un homme politique célèbre, Babo Loro, qui disait « Asseyons-nous et discutons ». Et la coordination des 5 partis de gauche à l'époque disait « Transition pacifique ». Là où certains essayaient de nous attirer vers des choses qu'on ne voulait pas. Et aujourd'hui encore, c'est cette même opposition qui a accepté, en ayant participé à sa conception, le cadre permanent du dialogue. On a toujours été là. Même lorsque on a amené des gens pour nous fâcher, pour qu'on quitte. Oui, il y a des gens qui nous ont amené parfois pour insulter des aînés à nos réunions. On a fait la même insulte. On a accepté tout ça. Pourquoi? À cause des Ivoiriens. C'est ça qui est important. Comment faire pour créer un cadre politique où les controverses, les contradictions nombreuses dans un pays, comme dans les pays européens, peuvent se régler par la politique. Je veux la place à Pierre. Bon, je vais aux élections. Et puis, c'est les électeurs, le peuple souverain qui chasse à Pierre. Bon, après on lui trouve peut-être quelques compensations, mais le peuple ne veut plus de toi. Tu t'en vas. C'est la fonction fondamentale de la démocratie. Pourquoi on parle de la démocratie démocratique? C'est pas pour que la Pierre parle ou elle parle. C'est pas ça. C'est que la démocratie, si je veux parler un langage précieux, elle est détersive des contradictions. Elle absorbe. Il ne faut pas que ça devienne antagonique. Parce qu'il y a 2 façons de régler les problèmes politiques d'un pays. En Afrique, on le voit. Ou bien c'est la violence, ou bien c'est la démocratie. J'ai un aîné qui a dit à l'époque, il y a peu longtemps, j'ai appelé au PID à l'époque, il a dit le multipartisme ou la violence. On lui a reproché ça à l'époque, c'est vrai, on ne s'est pas compris à l'époque. Mais bon, depuis on a passé du moment ensemble. Des décennies plus tard, vous apercevez bien que la seule façon d'empêcher les gens en désespoir de cause, de penser même à la violence, c'est la démocratie. Et les conditions de la démocratie doivent être d'égale humeur pour tous. Elles doivent être neutres. Alors, vous nous permettrez, même si on est gentil, quand même de nous émouvoir quand on voit que la gouvernance des élections, c'est quelques-uns qui s'attribuent ça. 96 à 98%. Donc on va aux élections locales, les cellules locales là, c'est entre les mains du RHDP. Enfin, je veux dire, vous les journalistes, vous pouvez comptabiliser, vous allez regarder, vous allez voir. Ce qu'on attendait de nous, c'est qu'on boycotte. Vous comprenez? Bon, si je vais interpeller M. Ouattara pour lui dire que ces faucons le poussent droit dans le mur. Parce que si on les laissait faire, toute la série serait occupée par les gens du RHDP. Bon, on va où avec ça?
Vous comprenez? Si vous voulez que les gens participent à l'élection, ils ne vont pas aller participer à leur propre mort programmée. Quand même. Donc, regardons ensemble. Alors, quand on parle, ça c'est pour ne pas faire je ne veux pas faire de polémique inutile. Mais il n'y a eu aucun point d'accord dans cette discussion. On a appelé ça des convergences. C'est-à-dire, bon, on peut accepter, puisqu'on a une discussion, on donne et on reçoit. Si on était extrémiste, l'opposition, on aurait dit qu'il n'y a pas d'accord. On a accepté le mot convergence. Il y en a 7. Même si on veut être gentil, là. Convergence, c'est-à-dire on peut aller, peut-être on va discuter pour voir. Mais les points de désaccord, puisqu'il faut utiliser leur propre terme. Parce que moi je mets dedans les divergences, les recommandations, études, tout ça, c'est la même chose. C'est les points où on n'est pas d'accord. Il y en a 40. J'ai bien pris mon temps pour compter. Il y a 40 points sur lesquels on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut continuer l'explication à arriver à quelque chose de raisonnable. Alors, quand à la fin, on nous présente un papier, parce qu'il faut savoir ça, vous n'étiez pas là, mais je vais vous le dire. On nous envoie un papier, dans lequel on a enlevé tout. Même ce que les points qu'on considère comme, on a accepté de faire inscrire comme des points de divergence, on a enlevé ça. Il faut mettre on est d'accord. On ne peut pas être d'accord sur votre intérêt. Sinon, ce n'est pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'on est ici. Alors, quand ça devient difficile, on dit, bon, d'ailleurs, on a tout entendu, c'est bon, on va agir seul, par oukase. C'est-à-dire par des lois qui sont prises, par d'autorité. Bon, on attend, on va voir. Donc, ce qu'on peut dire à votre micro, au président Alassane Ouattara, c'est qu'il a dit à Dimokro, je ne sais plus ailleurs, que oui, il est pour la démocratie, il est pour que tout le monde participe. Alors, dans ce cas, faisons en sorte que tout le monde participe aux élections. Faisons en sorte que les conditions des élections n'écartent pas les gens, que les résultats ne soient pas définis d'avance. Et peut-être que c'est écrit là, c'est défini d'avance, comme dans les appels d'offres. C'est-à-dire, tu veux qu'Apia gagne l'appel d'offres, tu dis, bon, dans l'appel d'offres, là, il faut que celui qui a chénif paye, Mathéo, c'est lui qui participe. Tu as donné ça à Apia longtemps. Est-ce que vous voyez? On ne s'attribue pas les élections. Les élections nous départagent. C'est ça que les gens doivent comprendre. Le mot est lancé. La balle est dans le camp. Je pense que RHDP. Nous souhaitons des discussions de haut niveau. Parce qu'apparemment, l'arbitrage va se faire à ce niveau-là. Dans un sursaut pour l'intérêt national, M. Ouattara va s'accrocher fort. Quand même, ce qu'on cherche, nous tous, c'est la même chose. Personne ici ne cherche à faire coup d'État ou des choses comme ça. Sinon, on ne serait pas ici devant vous, on ne vient pas annoncer à des micros un coup d'État. Je pense. Nous, on cherche la démocratie. Moi, j'appartiens à une culture où on a cherché ça juste à. C'est même par là, dans un certain compagnonnage ancien, que M. Ouattara a pu être candidat. Il a qu'à se souvenir quand même de ça. Donc, on était ensemble. C'est ensemble là qu'on a trouvé les moyens et puis lui, il est devenu président. Ou bien. Donc, il a qu'à se souvenir de ça quand même. Je ne veux pas dire qu'il est ingrat, enfin, non. Ce dont il a profité là, c'est-à-dire la démocratie dont il a profité là, il a qu'à continuer. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Voilà ce que je voulais dire simplement. Voilà. Bon, donc, on va clôturer, on va finir, on a dit l'essentiel. Bon, je vais démontrer, j'avais gardé ça pour la fin, pourquoi nous avons raison de dire que les cartes nationales doivent être gratuites. Et je félicite l'opposition d'avoir compris cela. Il y a un communiqué signé en bonne et due forme d'un député de la région du Poro, qui, par hasard, est la région d'origine du Premier ministre. Où un communiqué passe et demande aux populations de se mobiliser parce que le conseil régional a décidé de payer les thèmes de tous les gens pour qu'ils aient leur carte d'identité pour ne plus
qui est des sans-papiers et signé par le député de Digodougou. Le communiqué existe. L'a mis dans les journaux, sur les réseaux sociaux et tout ça. Cela veut dire quoi? Le conseil régional fonctionne avec quoi? Avec les deniers de l'État qui sont nos impôts. Si le conseil régional du Poro donne gratuitement les cartes d'identité, et paye également les cartes d'identité à tous ceux qui habitent le Poro, pourquoi les habitants de la région du Gord n'auraient pas droit à cela aussi? Donc le président prenait un décret pour dire que tous les timbres fiscaux de tous les habitants de Côte d'Ivoire sont à la charge des conseils régionaux. Voilà, donc ça veut dire qu'on a raison de soit gratuit. Ça peut être gratuit au nord, parce que c'est nous qui payons. Par exemple, le conseil régional, si on disait monsieur Tant paye, peut-être son salaire il a économisé pendant 40 ans. Il a eu des milliards et puis il paye. Mais on dit le conseil régional du Poro paye. Donc c'est nos impôts qui payons. Parce que le conseil régional du Poro fonctionne avec nos contributions, nos impôts. C'est des deniers de l'État. Si on accepte que le conseil régional du Poro paye les termes pour leur population, on doit aussi payer pour la région du Haut-Sassanga, de l'Armée, de Sud-Comoué, d'ici d'Abidjan, on doit payer par tout le monde. Donc, le gouvernement, par ce communiqué, vient de montrer que c'est un gouvernement d'exclusion et de discrimination. On ne peut pas donner gratuitement les cartes d'identité aux gens du Nord et ne pas en donner aux gens du Sud. Eux, ils parlaient d'exclusion, voici un cas précis. Après l'exclusion des tabourets, voici l'exclusion des cartes nationales d'identité. Je vous remercie.